La passion, c'est elle qui nous motive. Pour faire quelque chose de grand, pour changer la donne. C'est elle qui nous motive. Peu importe vos origines, votre apparence, elle brûle en vous tous. Elle est universelle. Face à des obstacles infranchissables, elle vous pousse à les surmonter, malgré tout. Elle vous relève. Vous échouez encore et encore. Vous vous endurcissez. Vous apprenez. Et un jour enfin, l'impossible se produit. Quelque chose se brise. Soudain, vos limites sont loin derrière vous. Le plafond qui vous écrasait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous vous demandez alors, sans ces limites, jusqu'où pouvons-nous aller ? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette autre édition de Samedi Sport, en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal 2. Ce soir, pour nous accompagner, et comme dorénavant, bien sûr, Audrey Njoya qui est parmi nous. Audrey, bonsoir. Audrey Njoya, oui, bonsoir Giscard, bonsoir à tous les téléspectateurs de Samedi Sport. C'est un plaisir d'être là. Très bien. Je n'étais pas avec vous il y a 2 semaines. C'est un plaisir d'être là ce soir. Très bien, on continue dans le cadre de cette édition avec le sommaire. Au sommaire de Samedi Sport, une attention sur la grande réforme des infrastructures sportives qui prennent forme pas à pas au Cameroun. Ligue 1 avec l'Union sportive de Douala et l'analyse de la courbe des performances du club. Nous irons pour ce soir à la découverte du milieu franco-camerounais du LOSC, Ibrahim Amadou. La victoire, le rêve fou. L'incroyable destin de Leicester qui a chamboulé l'univers de la Première Ligue. Messieurs et dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Retour sur ce plateau, nous allons à présent passer à la présentation des invités qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. C'est des passionnés, tous des passionnés de sport, voilà, et c'est un plaisir pour nous de les avoir sur ce plateau. Bon après-midi, bonsoir, voilà, et bienvenue. Bonsoir Audrey. Vous êtes bien Ken Guiladjoé, Oui, c'est Ken capitaine de l'Union de Douala. Tout à fait. Voilà. Billy Outo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Audrey, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs du Samedi Soir. Voilà, vous êtes consultant de cette émission. Oui, je suis consultant. Un habitué de ce plateau. Un habitué également. Ouais. Voilà. Merci. Juste à côté de vous, nous avons un autre consultant. Voilà, on le reçoit pour la 2e fois sur ce plateau, Guillaume Bola. Bonsoir Audrey. Bonsoir et Bonsoir bienvenue. Giscard. Merci pour votre invitation. Voilà, le décor étant planté, Giscard, nous allons passer à la première rubrique de cette émission, la Médiasphère. La rubrique qui consiste à, voilà, la rubrique de l'actualité de la presse sportive cybernétique locale et la presse sportive internationale présentée par William Bella et au montage Brian voilà, Wembe. Est-ce que votre enfant rêve de devenir un joueur de football célèbre? Chaque minute, un enfant meurt du paludisme. Le paludisme est évitable et traitable. Je sais maintenant que le paludisme peut être évité en dormant sous une moustiquaire chaque nuit. Traitable en allant à l'établissement de santé dès les premiers signes de fièvre pour un test du paludisme. Ensemble, nous pouvons aider nos enfants à réaliser leurs rêves. Unis, nous pouvons battre le paludisme. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. On débute avec le site Camfoot avec la défaite de Racing face à Bamboutos 1-0. Cependant, Phil Monyan, désigné par décret présidentiel, inspecte déjà les travaux selon Camfoot. 45 x 2 reste sur le stade de Bafoussam avec la 2e phase des travaux du stade Omnisport qui devrait débuter dans les tout prochains jours. Samedi Sport annonce le retour de Clinton Dier au sein de l'effectif des Spurs de Tottenham. Face à Chelsea, le joueur retrouve peu à peu la compétition, retrouve également l'actualité de la Ligue 1. De Sun Sport fait étalage de la performance du galactique actuel du Real Madrid, Gareth Bale, qui semble être en état de grâce après le but de la victoire hier face au Citizen. Le duel annoncé par le quotidien portugais Abola entre Jesus, l'entraîneur du Benfica, et Ruiz Victoria, celui du Sporting. Les dirigeants des Blanco-Negros sont clairs pour la star française Pogba Nossi Vendi, même malgré sa cote qui aurait triplé depuis le dernier Scudetto. Quelle locura, El Madrid al Milan. Le Real se qualifie dans un stade plein à craquer à la suite d'une 4e demi-finale consécutive. Et la presse catalane en remet une couche avec cette titraille Quecholista, le jeu de mots avec l'appellation del Cholo, Diego Simeone. Mais dans ce contexte sport, parle plutôt des vantards des finalistes madrilènes pour la finale de la Ligue des Champions. Le 11e titre européen du Real de Zidane et c'est l'équipe qui fait un zoom sur la paire Ball-Ronaldo.
L'hebdomadaire France Football n'hésite pas à évoquer la folie du marché des transferts dès cet été après l'Euro avec des protagonistes clés tels que Ronaldo, Zlatan, Griezmann, Pogba et même Ben Arfa. Ce sera tout pour cette rubrique Média Presse. Arrivederci. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la suite de l'émission. On va ouvrir bien sûr la première thématique du jour autour des réformes des infrastructures sportives au Cameroun. Et pour nous accompagner dans le cadre de cette thématique, Billy Outo, pour essayer de comprendre, Billy Outo, où en sommes-nous exactement par rapport à cela? C'est vrai que récemment il y a eu l'inauguration du stade omnisport de Bafoussam. Hein. Oui, il y a eu une inauguration du stade Bafoussam la semaine dernière par le ministre, le ministre des Sports, le président de la Fédération camerounaise de football et tous ceux qui l'ont accompagné. Mais après, c'est bien d'inaugurer un stade, parce que déjà, il faut le rappeler ici, le dernier stade construit au Cameroun date de 1978, donc 38 ans après. On quitte comme ça de 0 à 2 stades, c'est à saluer, c'est un geste salutaire. Mais bon, là, c'est juste la forme. Maintenant, si on rentre dans le fond, en 2016, faire des stades où vous avez pratiquement 80% des tribunes qui ne sont pas couvertes, là, moi, je dis il y a un problème. Quand vous voyez même les aménagements extérieurs qui ne sont pas encore finis en moins de 5 à 6 mois de la CAN, il y a un problème. Moi, je dis vraiment, c'est pas logique. Parce que déjà, il faut le rappeler, le développement même des infrastructures sportives au Cameroun commence quand? En 2008, par le lancement du PENDIS. Le PENDIS a été lancé, mais aujourd'hui, nous sommes en 2016. Ça fait combien d'années aujourd'hui que les stades sortent des terres? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a eu des cafouillages. Le ministre Augustin Edouard a lancé le PENDIS, il est parti, un autre ministre est arrivé, il a essayé de modifier les plans, un autre ministre arrive aussi, il essaie de modifier les plans. Et maintenant, même quand vous regardez le stade de Limbé, vous regardez le stade de Bafoussam, vous prenez la maquette initiale du PENDIS au départ, vous vous rendez compte que ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas la maquette là qui a été faite, qui a été construite. Les stades étaient complètement couverts, on a modifié certaines choses négativement. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, on va faire des stades sans couverture, surtout qu'aujourd'hui, on ne fait plus des stades juste pour jouer au football. Est-ce que ça peut être la raison de la modification des stades, comme vous l'avez si bien dit? Est-ce que ça peut être lié aux problèmes budgétaires, à des soucis budgétaires? Non, je crois qu'au niveau du budget, je ne pense pas. Parce que quand vous essayez de faire un peu une comparaison, même au niveau des budgets, je crois que les budgets étaient largement à notre portée. Donc, on a eu de l'argent pour faire les travaux. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que les travaux ne sont pas arrivés à la fin. Et comme je le disais ici, en 2016, on ne fait plus des stades qui ne sont pas couverts. Et en 2016, partout, vous verrez, des stades aujourd'hui ne sont plus que faits pour le football. Des stades aujourd'hui sont des enceintes qui peuvent abriter des spectacles. Mais on se rend compte que quand vous arrivez à Limbé, si on fait un spectacle là-bas, peut-être à 16h, à 18h, et qu'il pleut, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, je dis, je suis inquiet. En dehors de ça, même si on revient sur Yaoundé, la vieille bâtisse de 1972, aujourd'hui, elle va refaire carrément en peau neuve, parce qu'il faut le dire ici, on parlait de réhabilitation, mais là, j'ai même comme l'impression que c'est une reconstruction, parce qu'il y a beaucoup de modifications à Yaoundé, il faut le rappeler. Au niveau, comme ça, de l'entrée des vestiaires, tout a changé. Ce n'est plus l'entrée principale d'avant, il y a une nouvelle entrée des vestiaires. Il y a une autre entrée encore principale. Là, où on vendait les guichets déjà de ce côté, ça a changé. La pelouse, les gazons ont déjà été plantés. La pelouse a complètement été refaite. La piste d'athlétisme aussi a été complètement refaite. Lorsqu'on essaie de remonter au niveau de la loge présidentielle, elle a été complètement cassée. J'étais là-bas, je sais de quoi je parle. Elle était complètement cassée. Donc, au niveau de la loge présidentielle, tout s'est refait. Même les toilettes ont été déplacées. Maintenant, quand vous êtes au niveau de la sous-tribune, il y a un nouveau bâtiment qui est en train d'être construit de ce côté. À l'extérieur, vous avez des boutiques qui seront faites, des buvettes. Et les travaux ont été divisés en lots. C'est-à-dire qu'il y a le lot 1, il y a le lot 2, il y a le lot 3, il y a le lot 4. Mais moi, je suis beaucoup plus inquiet au niveau du lot 4. Parce que le lot 4, c'est une affaire de... On parle d'aménagement externe et parking. Mais quand vous avez de ce côté, ça n'avance vraiment pas. Donc, j'ai comme l'impression que les infrastructures seront prêtes, mais elles seront prêtes à 85%. À 100%, je ne pense pas. Alors, Billy Outo, vous semblez dire qu'il y a lieu de s'inquiéter. C'est bien ça. Ouais. Alors, on sait que la CAN féminine a lieu en novembre. Ouais. Donc, c'est dans quelques mois. Ouais. Vous pensez que c'est possible, au vu de l'avancée des travaux? Bon, moi, je dis ici, au niveau des stades, on ne sera pas prêt à 100%. Selon vous, on est d'accord? Non, selon moi. Parce que même au Brésil, aujourd'hui, qui accueille les Jeux Olympiques dans, disons, 90 jours,
Le Brésil qui a un potentiel économique plus énorme que le nôtre, là-bas, ils ne seront pas prêts. Mais quand même, les Jeux Olympiques vont se dérouler. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit au Cameroun, au niveau des infrastructures sportives seulement, les infrastructures seront là parce qu'elles sont déjà sorties des terres. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo, les constructions seront achevées à 80-85%, comme j'ai dit ici. Mais maintenant, si on laisse les infrastructures sportives et qu'on va ailleurs, là, il y aura un couac. Vous savez qu'on a les... Alors, vous parlez de quoi exactement? C'est-à-dire que si on laisse les infrastructures sportives et on va ailleurs, vous parlez de quoi? Du volet, du volet sanitaire? Le volet sanitaire, je pense ici même au niveau des télécoms. Oui. Au niveau des télécoms, il y a les établissements hôteliers aussi? Les établissements hôteliers, parce que vous savez, lorsque vous recevez des délégations, il y a deux types de délégations. Oui. Il y a les délégations officielles, la CAF et tout ce qui concerne, et les délégations officieuses. Au niveau des délégations officielles, je crois qu'on va les recevoir parce qu'on a le Hilton, on a le Montfébé, à Limbé, on a un ou deux hôtels. Mais maintenant, au niveau des délégations officieuses, est-ce qu'on a les infrastructures hôtelières, est-ce qu'on a les infrastructures routières capables d'accueillir tout ce monde-là? Parce que vous savez, aujourd'hui, les Lions sont vice-champions d'Afrique. Elles sont vice-champions à Windhoek en Namibie. Ça fera que 8e de finaliste de la CAN, de la Coupe du Monde, autant pour moi. Donc les gens viendront au Cameroun pour essayer de regarder où est-ce qu'on sort avec toute cette magie-là. Les gens viendront essayer de voir. Mais je crois que quelque part, ils seront dessus. Parce qu'au niveau des infrastructures routières, ça n'avance vraiment pas. Et nous sommes à moins 6 mois. Est-ce que c'est à moins 6 mois qu'on va vraiment lancer les choses? Là, je suis inquiet. Très bien avec vous, Billy. On va voir juste en image à l'instant le stade Omnisport de Yaoundé pour que vous essayez de nous expliquer exactement, selon vous, à quelle avancée peut être considéré ce stade qui va s'afficher à l'instant, le stade Omnisport de Yaoundé. Billy, expliquez-nous exactement, aujourd'hui, le stade à Yaoundé, il peut être en termes de travaux, en termes de pourcentage, à quel pourcentage exactement que voilà en image? Oui, ça c'est il faut le rappeler, ça c'est la nouvelle entrée des vestiaires. Parce qu'il y a eu l'ancienne, ça c'est la nouvelle entrée des vestiaires. C'est de la tribune présidentielle, je crois bien. Oui, elle est maintenant en dessous de la tribune présidentielle ici. Donc le directeur des travaux, il a fait une interview, je crois mercredi, mardi, le Premier ministre était de ce côté. Et il disait que le taux d'avancement des travaux était évalué à 45%. Mais qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'on soit à 46%? Là, je ne sais pas. Il faut travailler. Il faut travailler parce que quand vous regardez même l'état d'avancement des travaux, on a un problème au niveau des effectifs. Les ouvriers sont là, mais parce qu'à ce niveau, on doit accélérer. Mais maintenant, s'il faut accélérer, il faut aussi doubler les effectifs au niveau des ouvriers. Et je ne vois pas assez d'ouvriers. C'est un peu compliqué. En dehors même du stade Omnisport, parce que quand vous organisez une Coupe d'Afrique, il y a les stades annexes. À Bafoussam, déjà, il n'y a pas de stade annexe. Les équipes vont s'entraîner où? Là, je ne sais pas. À Limbé, il n'y a pas de stade annexe. Où est-ce que les équipes s'entraîneront? Là, je ne sais pas. Je ne crois pas. Peut-être qu'ils vont aller à l'Andjalakwat, mais ce n'est pas logique qu'ils aillent à l'Andjalakwat, qui est une infrastructure privée, alors qu'on devrait faire des stades annexes à Limbé et à Bafoussam. Il n'y en a pas. Maintenant, à Yaoundé, le stade annexe numéro 1, c'est la véritable inquiétude. Parce que de ce côté même, le gazon n'a même pas encore été planté. Au stade annexe numéro 1. Stade annexe numéro 2, c'est la même chose. Au stade militaire, il y aura des tribunes de 1000 places à gauche et à droite. De ce côté aussi, les travaux avancent, on parle d'un taux d'avancement de 60%. Parce que ces stades-là, nous serviront aux entraînements des équipes. En gros, vous semblez dire que le Cameroun n'est pas prêt. C'est bien ça? Oui, je dis que le Cameroun n'est pas prêt. Parce qu'on prend l'organisation de la CAN quand en 2013. 2013-2016, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Mais en 3 ans, justement, en 3 ans, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines. En 3 ans, on va dire qu'il y a quand même eu le temps. On a eu le temps, c'est ce que je dis. On a eu le temps, mais comme vous savez, la mentalité au Cameroun, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est à la dernière minute qu'on rentre vraiment dans les travaux. 2013, 2016, ça fait 3 ans. Vous savez, même lorsque le Cameroun présente sa candidature, des autres pays viennent avec c'est-à-dire qu'ils viennent en disant on a déjà. C'est-à-dire qu'on a 2 stades et on va compléter. Mais nous, on vient avec la méthode on va. C'est-à-dire qu'on n'a rien. D'autres viennent avec on a, nous on dit on va. Mais comme vous savez, le président de la CAF, il est camerounais, ça fait pratiquement 30 ans qu'il est à ce niveau. Et pour lui, quitter la CAF, cette institution comme ça, sans organiser une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, dont la dernière était en 1972, vraiment pour lui, ça ne devait pas être bien. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a essayé de pousser les choses afin qu'on puisse organiser. Mais à ce niveau, je dis, je suis vraiment inquiet. On est d'accord que ça reste toujours, bien sûr, votre version, Billy, autour de la vision par rapport au président de la CAF. On évolue avec une information qui a fait le tour des réseaux sociaux, avec le site que vous allez voir à l'écran, Maïmoussi, de ce spécialiste des affaires politiques, économiques surtout, et qui est consultant sur Africa 24, que vous allez voir, qui a laissé
publié une information qui est en train de faire le tour de la toile concernant le coût de ces infrastructures, notamment en termes de comparaison entre ce qui a été fait au Cameroun et ce qui est fait notamment dans d'autres pays, d'autres pays africains notamment. Oui. Alors, l'analyse, elle est brève, hein, c'est-à-dire que le coût des constructions des enseignes dont la capacité est comprise entre 50 et 60 000 places, dans cette catégorie, on va voir juste l'image justement des coûts de cette catégorie-là qui va suivre à l'instant. On a les coûts de construction varient de 18 milliards de francs CFA pour le stade malien du 26 mars de Bamako, 60 000 places, à 163 milliards pour le stade Omnisport Paul Biya de Yaoundé, en coût de construction et de même capacité. Entre ces deux enceintes, on trouve le stade Ebimpe d'Abidjan, en coût de construction, dont la capacité d'accueil est annoncée à 60 000 places également, construit par les Chinois à titre gracieux. Ces travaux coûteront 50 milliards de francs CFA, à peine 1 milliard de plus que le stade olympique de Rades, lui, doté également de 60 000 places, qui coûtera 49 milliards, bien que disposant de 10 000 places en moins que les deux enseignes précisent. Le stade Omnisport de Bakoko de Douala aura coûté à la fin des travaux une somme 3 fois supérieure, soit 150 milliards de francs CFA. Alors on a essayé de stabiliser pour que le grand public puisse prendre vraiment écho de cette actualité. On voit là le stade du Cameroun, ceux de 20 000 places, et effectivement qui sont estimés à 20 milliards. On va passer au tableau suivant avec le concours de la réalisation pour voir effectivement ceux de 60 000 places. Alors on voit le Cameroun, celui de Limbé, celui de, je vois pas, c'est vraiment à distance, celui de Bafoussam, effectivement, ouais, c'est ça, qui est situé qui est estimé à plus de 150 milliards de francs CFA, tandis que les autres sont dans un coût beaucoup moindre. Alors comment expliquez-vous cela, Billy Otto? Est-ce que c'est le coût de la main-d'œuvre au Cameroun qui est énormissime, ou c'est peut-être la valeur de notre monnaie? C'est peut-être la TVA aussi, sinon. Non, je crois. Comment expliquer cette différence, cet écart? Non, cette différence-là, on ne va pas la regarder comme ça en disant qu'au Cameroun, on dépense beaucoup plus. Parce que lorsque vous voulez bâtir une infrastructure comme un stade de football, je prends le cas de Olembe. Quand vous arrivez à Olembe, Olembe, c'est une zone qui n'est pas trop habitée. Donc, de ce fait-là, il faut quelque part déjà dédommager les ressortissants de cette zone-là. Ça, c'est un coût. Et en dehors de ça, vous avez les données topographiques, il faut faire une analyse du sol, il y a beaucoup de travaux à faire. Donc on ne sait pas exactement à combien est-ce que ces travaux du sol vont coûter. Parce que si on prend le cas d'Abidjan, c'est vrai que je ne connais pas où on construit le stade d'Abidjan, mais je ne sais pas, est-ce que le stade d'Abidjan, est-ce que le sol, il est bien, est-ce que le sol n'est pas mauvais? Donc du coup, parler des coûts comme ça, je dis, c'est pas... Et il y a aussi un problème de douane. Je vous rappelle déjà même que le stade Amadou Ahidjo, le directeur des stades, le directeur des travaux parlait d'un problème de douane, c'est-à-dire qu'il disait que pour dédouaner les matériaux ne sont pas encore arrivés. Après, il y a des problèmes à la douane. Parce que lorsqu'on parle de coûts, on généralise tout. Lorsqu'on met tout ça dedans, je dis, faut pas se jeter très rapidement comme ça en disant que non, au Cameroun... Il ne faut pas tirer des conclusions rapides. Non, il ne faut pas tirer des conclusions rapides. Les coûts, mais on les maîtrise pas vraiment. Là, on est au double, voire au triple. Vous ne pensez pas que c'est énorme quand même, hein? C'est énorme. C'est énorme. Même si on tient compte de tout ce que vous avez cité là, c'est quand même énorme. C'est énorme, c'est vrai, mais il y a lieu de se poser des questions, hein, Billy Otto. Non, vraiment, moi, je ne me pose pas de questions. Très bien, moi, je ne me pose pas de questions. Et je voudrais ajouter autre chose. Oui. Vous savez, actuellement, on a une épée de Damoclès sur la tête. Une épée de Damoclès sur la tête, pourquoi? Parce que si, pour organiser la CAN 2019, elle passe par la CAN 2016. Si vous n'organisez pas la CAN 2016, la probabilité de chance de ne pas pouvoir organiser la CAN 2019 est tend pratiquement vers 1, pour dire même qu'elle sera de 1. Donc, j'ai dit, le Cameroun, pour le moment, le Cameroun a une épée de Damoclès sur la tête, donc on devrait faire vite. Et je dis ici, pour sortir comme ça, c'est quoi? C'est que on va organiser parce qu'on a des infrastructures, mais les infrastructures ne seront pas terminées. Elles seront achevées à 85%. Parce que surtout au niveau de l'aménagement, des aménagements extérieurs des parkings. Et vous savez, sur le plan sécurité, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a une sécurité à l'intérieur des stades, il y a une sécurité à l'extérieur des stades. Sur le plan sécuritaire et même pour l'image du Cameroun. Hein. Pour l'image du Cameroun. Je veux dire, oui. On a vu à Limbé, on a vu la rencontre Cameroun-Afrique du Sud. Pour sortir du stade et arriver au centre-ville, vous prenez pratiquement 2 heures de temps. Non, mais je dis, c'est pas logique. À Bafoussam, c'est la même chose. Donc, on va organiser, mais on ne sera pas prêt à 100%, on sera prêt à 85%. Très bien, on va sortir de suite de cette thématique pour évoluer avec la seconde rubrique de cette édition autour du Men of the Day. Le montage est signé Brian Wembe.
The Man of the Day. Bonsoir et bienvenue dans The Man of the Day. Samuel Eto'o revient comme à chaque semaine pratiquement avec son 20e but de la saison inscrit. Sally Edgar, auteur d'un doublé en championnat, est dans une bonne série, avec 8 buts depuis le début de la saison en Suisse. Malgré l'élimination des Clippers en NBA face à Portland, Bamouté, dans les 5 majeurs, a encore répondu présent. Et voici le classement des meilleurs buteurs camerounais de la diaspora. The Man of the Day. Bonsoir et bienvenue dans The Man of the Day. C'est reparti pour la deuxième thématique de cette édition autour de la courbe des performances, tout au moins des victoires de l'Union sportive de Douala qui est aujourd'hui en tête du championnat des échos avec UMS de Loum. Et justement c'est pour cela aussi que son capitaine est parmi nous, Ken Guiladjoé, pour essayer de nous relater un tout petit peu ce qui se passe au sein de l'Union sportive de Douala cette saison. D'ailleurs Ken, est-ce qu'aujourd'hui, déjà en comparaison avec la saison dernière, vous étiez vice-champion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans l'élan de cette dynamique de la saison dernière? Oui, bien sûr. Je pense que quand on signe à Union de Douala, on se dit direct que c'est le championnat qu'il faut gagner. Donc, on est toujours dans cette optique d'aller chercher le titre de champion du Cameroun. Comment s'est déroulé le match d'hier face à Cosmos? On avait en face de nous une très bonne équipe de Cosmos qui nous a vraiment malmenés en première mi-temps. Ils nous ont menacés physiquement et techniquement durant la première période. Mais voilà, on a eu des ressources pour revenir en deuxième mi-temps pour planter ces 3 buts qui nous ont donné la victoire finale. Il faut dire que vous avez gagné ce match. Hein? Oui, bien sûr. Comment vous avez vécu dans les vestiaires le doublé du petit frère de l'autre, hein? David Eto'o, bien évidemment. Comment vous avez vécu son doublé dans les vestiaires? Non, on était tous contents. Ils se font dans la masse, ils se font dans le groupe. Ce qui fait en sorte que chaque fois qu'un joueur réussit à marquer, surtout il a fait un doublé hier, on l'a félicité, on était content avec lui. Et voilà, donc il a travaillé peut-être pour l'équipe, c'est ce qui est le plus important. Et vous avez pu gagner ce match? Oui, on a gagné. Alors, quel est le schéma tactique avec lequel les joueurs de l'Union, vous sentez le plus à l'aise? 4-4-2, 4-4-3? Sur le 4-3-3. Le 4-3-3. Le 4-3-3. Ouais. Voilà. Donc c'est le schéma dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Oui, c'est le schéma qu'on utilise depuis le début de la saison. D'accord. Et c'est un schéma gagnant, on va dire. Ouais, c'est un schéma Du moins, gagnant. il a été gagnant hier. Oui, il est gagnant. On se sent à l'aise depuis déjà 2 ans dans ce schéma. D'accord. Très bien, on va évoluer avec le reste de ces analyses autour de cette courbe des victoires de l'Union sportive de Douala. D'abord, dans un premier temps, avec le classement que vous allez voir en image, où on va observer tous ensemble, bien sûr que l'Union est en tête, Ezeco avec UMS de Loum, accompagné bien sûr de Coton Sport, de Garoua et le reste des équipes. On va évoluer avec une autre statistique toujours concernant l'Union de Douala qui va s'afficher juste à l'instant. C'est le nombre de victoires de l'Union, le nombre de matchs nuls et le nombre de défaites. 7 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites. Alors, Ken, ces 2 défaites, comment? Notamment, je pense, c'était face à Lyon Sport et UMS de Loum. Et c'était à la sortie de la rencontre face aux Amalékiens. Ouais. Est-ce que c'était une ambiance morose, le moral n'y était pas, ou peut-être il y a eu des contextes, un contexte qui n'a pas été favorable? Non, je crois que c'était parce que quand on rentre d'Égypte, on était assez fatigué. Oui. Et on a enchaîné, je crois, 3 jours après le match contre Lyon Sport. Fait le déplacement pour Bamenda, c'est assez loin. Et voilà, on est allé là-bas, on a trouvé une bonne équipe qui nous a fessé, comme je peux le dire ainsi. Parce qu'on était vraiment hors du match carrément, parce qu'on était vraiment fatigué, on avait des jambes ankylosées. Ensuite, le match contre UMS, ça ne s'est pas aussi très bien passé parce qu'il fallait qu'on souffle et on a enchaîné après 3 jours. Et ce n'est pas évident de jouer après 3 jours, ce n'est pas très évident. Mais après ce match contre UMS, on a eu le temps de se reposer, le temps de bien souffler et voilà, on est reparti de plus belle. Alors, on va voir la suite avec la diffusion des résultats de l'Union lors des 5 dernières rencontres que vous allez voir. L'Union face à Cosmos 3-0 hier, notamment. Ensuite, l'Union face à du côté du New Sport.
Ensuite, l'Union face à Coton Sport. Botafogo face à l'Union. Vous avez remporté d'ailleurs. Ensuite, Union face à PGS. On voit que lors des 5 dernières rencontres, vous avez été présent, dont 3 victoires et 2 matchs nuls. Vous avez été présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez déjà su mieux gérer l'élimination face aux Amalek du Caire? Oui, on a bien géré l'élimination face aux Amalek. On s'est remobilisé, on a parlé entre nous, on a dit voilà, la Champions League s'est passée, il faut qu'on revienne au championnat, c'est ce qui fait du moins c'est ça qui nous permettra de revenir en Champions League l'année prochaine. Il faudrait qu'on se donne à fond durant ce championnat. Et voilà, le groupe a parlé et on s'est bien remobilisé. Voilà, les résultats suivent. Alors, Bisouto, un mot sur la trajectoire de l'Union depuis quelques rencontres. La courbe de victoire, de résultats, tout autant. Non, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la 7e et à la 8e journée, la courbe elle est complètement nulle. Elle revient à 0 parce que l'Union perd contre Lyon Sport, l'Union perd contre UMS. Et comme Ken Guilladio le disait tout à l'heure, il sortait de l'Égypte. Et en dehors de ça, quand vous jouez à Lyon Sport, l'Union c'est une équipe qui joue, c'est-à-dire qu'elle déroule le ballon, ça se joue au sol. C'est le football champagne, la passe à 10. Et quand vous allez jouer à Bamenda, un stade où l'aire de jeu elle n'est pas assez bonne, c'est compliqué. Après, vous allez à Loum, où aussi l'air de jeu à Loum n'est pas assez bon. Donc je crois que c'est à ce niveau que l'Union, ils ont eu beaucoup de problèmes. Mais comme ça, ils ont pu revenir. Et donc la 7e, 8e journée, la courbe est complètement nulle. Mais la 8e, 9e, la 8e, 9e à la 10e journée, elle grimpe. 10e, 11e, 12e, la 10e, la 11e à la 12e journée, l'Union est sur une vague de 3 victoires. La courbe, elle grimpe complètement. La 14e à la 15e journée, elle grimpe avec la victoire 3-0 contre Cosmos de Bafia. Très bien, on va évoluer avec vous, bien sûr, surtout dans le cadre de la courbe, tout au moins des résultats de l'Union Sportive de Arles. C'est normal, ils sont les échos en tête du championnat avec l'UMS de Loum. Sur les 5 dernières rencontres, le tableau des équipes invincibles depuis 5 rencontres dans notre championnat, qu'on va voir juste à l'image. Il s'agit bien sûr de l'Union Sportive de Douala, également de Coton Sport, et accompagné du New Star, effectivement. Le New Star, les équipes invincibles depuis 5 rencontres. Est-ce qu'on est surpris, vous, Biliboto, de remarquer que ce soit ces équipes une fois de plus? On voit encore Union dans ce trio d'équipes. Non, je crois que c'est les équipes auxquelles on s'attendait. Parce que comme Ken Guilladio l'a dit tout à l'heure, quand vous finissez deuxième vice-champion, la saison prochaine, on demande de faire mieux. Faire mieux, c'est quoi? D'être champion et aller loin en compétition africaine. Maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que l'Union n'a pas pu gagner Coton Sport et New Star à Douala. Là, c'est un problème parce que si vous voulez être champion, il faut gagner vos concurrents directs. Et ils joueront Coton Sport à l'extérieur, à la phase autour à Garoua. Là, c'est déjà un problème. Donc, Coton Sport, c'est le prétendant au titre. C'est le champion en titre déjà. New Star. Donc, lorsque vous faites les équipes invincibles depuis les 5 dernières rencontres, c'est exactement le classement de la saison dernière. Ça dit que Coton Sport était la première équipe, l'Union de Douala était la deuxième équipe, New Star était la troisième équipe. Et cette saison encore, c'est les équipes vraiment ambitieuses. Donc, c'est logique que ce soit les équipes qui n'aient pas fait depuis les 5 dernières rencontres. L'Union en tête des équipes qui remportent à domicile de notre championnat. Oui, parce que comme je l'ai dit ici, l'Union de Douala, ils sont mieux à l'aise à Douala. Pourquoi? Parce que c'est du gazon. C'est du gazon synthétique. Et ils s'entraînent déjà sur ce gazon-là. Donc ils sont habitués à ce gazon. C'est leur stade. Vous verrez que lorsque les gars de l'Union vont jouer à l'Ouest, ils ont beaucoup de problèmes à développer leur jeu. Parce que là, moi, j'ai vu le match Union et Ding en fou à Yaoundé. L'Union avait du mal à poser le ballon parce que l'air du gel, elle n'est pas assez bonne. Donc quand l'Union va à l'ex, vous regarderez que l'Union, lorsqu'elle est à l'extérieur, soit elle perd, soit elle fait match nul parce que là-bas, ils ne sont pas à l'aise. Mais lorsqu'ils reviennent à Douala, quand vous venez jouer l'Union à Douala, attendez-vous à apprendre quelque chose. Alors, comme ça s'est passé avec Cosmos. Vous êtes effectivement confronté à cette difficulté par rapport aux pelouses à l'extérieur, d'où la thématique précédente sur les infrastructures qui sont en marche, qui vont sans doute vous être utiles lorsque vous allez vous déplacer. Voilà, le truc, c'est que le coach Diallo, qui est notre coach, qui est l'entraîneur d'Union de Douala, met en place une certaine stratégie qui nous pousse à jouer un peu comme du tiki-taka à Barcelone. La passe à 10. Il faut expliquer aux téléspectateurs, le tiki-taka, c'est quoi? C'est ça. il faut que tout le monde puisse vous comprendre. Non, en fait, le tiki-taka, c'est le jeu du FC Barcelone. Oui. Tout court. C'est-à-dire que le football champagne, la passe à 10, on ne saute pas les lignes. Oui, il est important de l'expliquer. Et sur un terrain, les terrains de l'Ouest, les terrains assez boueux, les terrains impraticables. Ça fait du toc-toc. Ça fait du toc-toc. L'Union, ils ne peuvent pas développer leur jeu. Raison pour laquelle là-bas, ils ont assez de problèmes. Très bien. Très bien, on évolue tous ensemble, toujours dans le cadre de cela. Ken Guilladio avait la parole. Hein? Oui, bien sûr, avec le classement des équipes qui marquent le plus de bleus depuis le début de la saison. Comme par hasard, on peut retrouver quasiment les mêmes.
que vous allez voir juste à l'antenne. L'Union sportive de Douala, une fois de plus, avait 21 buts marqués contre 12 encaissés. New Star, celui qui décidément ne lâche l'Union dans aucun cas. New Star avec 17 buts et 8 buts encaissés. Et ensuite, la grande surprise, l'équipe dont on évoquait la saison dernière, qui était menacée de relégation, mais qui cette année est 16 buts, le Canon Yaoundé et 12 buts encaissés. Ken, qu'est-ce qui fait en sorte que vous marquez autant de buts? Parce que ça fait quand même un ratio de plus d'un but et demi par match à l'Union de Douala. Ouais, c'est vrai. On a au sein de l'Union une très bonne attaque. On a, à l'instar par exemple de Len Samuel, de Pangop, oui. Et David Eto'o qui s'ajoute aussi. Et Pangop qui est le meilleur stade de votre club, avec voilà, 4 buts et 3 passes décisives. Avec des David Eto'o aussi qui entrent déjà dans la danse des meilleurs buteurs. Voilà, donc c'est tout bénéfique pour nous les joueurs d'Union de Douala. On va essayer de les mettre toujours en position de but pour qu'ils nous fassent toujours plaisir et qu'on puisse gagner les matchs. Et est-ce que la qualité de votre terrain à domicile, justement, n'est pas un avantage pour justement ce goal average, le fait que vous marquez davantage de buts, je suppose, davantage à domicile qu'à l'extérieur? Ouais, c'est vrai que vu qu'on s'entraîne dessus et on sait comment on doit jouer sur ce terrain synthétique, ouais, c'est aussi un avantage pour nous, mais le football moderne se joue sur ce genre de terrain. Non, juste pour rappeler un aspect, l'Union a 21 buts marqués, 15 buts à domicile, 6 buts à l'extérieur. Ça s'explique. 15 buts marqués à domicile, 6 buts à l'extérieur. Alors, vous pensez Ken Guiladjoé que vous pouvez terminer premier du championnat? Bon, en fait, c'est que les objectifs d'Union de Douala, c'est être champion. Oui. Oui, comme il disait tantôt, quand on sort deuxième de la dernière saison, de la saison précédente, il faut être champion. La saison qui suit, on vous demande d'être meilleur. Oui. Et à part même d'être deuxième de la saison précédente, à Union de Douala, quand on signe, c'est comme quand, je vais prendre un exemple, quand on signe au Real de Madrid, on demande d'être champion. Oui. Voilà, c'est pareil à Union de Douala, quand le président n'a pas besoin de nous dire quels sont les objectifs du club, on sait d'emblée que... C'est de terminer premier, dans tous les cas. Alors, on va évoluer avec cet autre tableau de diffusion de nombre de buts inscrits par l'ensemble des clubs de la saison. Également le cas de l'Union de Douala. On va juste observer que le ratio est assez... même à Union a inscrit 21 buts. L'ensemble des clubs de Ligue 1 ont inscrit 239 buts depuis 15 journées. Ça nous fait un ratio pour le cas de l'Union de 1,4 buts par match, comme on l'a dit tantôt. Mais en dehors de ce chiffre, il y a une autre information qui est très très importante, parce que le ratio de l'ensemble des clubs depuis le début de la saison, on est exactement à 1,77 buts par match. Ce qui peut sembler bilouto, peut-être pas conséquent, mais quand on se met dans le contexte pour dire qu'on n'est pas dans un championnat, entre guillemets, où les joueurs sont très bien formés, où il n'y a pas de moyens, où il n'y a pas d'infrastructure, la différence notamment avec vous, Guillaume Bola, avec la France, le même ratio, la France est à 2,37 en termes de nombre de buts en championnat, l'Angleterre à 2,59, l'Espagne à 2,61, nous à 1,77, Ken Guiladjoé. Il y a peut-être pas de quoi se réjouir, mais on comprend que si on était dans les meilleures conditions, il y aurait beaucoup plus de spectacles. Je crois que c'est pour ça que les stades qui sont construits là nous permettront de produire le meilleur football et voilà, pour que les spectateurs soient toujours au rendez-vous et voilà quoi. Donc, qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans les stades aussi. On termine. Je crois que c'est ça le sempiternel problème, comme le disait, le problème des infrastructures. Si vous ne parvenez pas à dérouler, vous n'allez pas marquer assez de buts. Très bien, on termine avec justement la courbe de l'Union pour comprendre exactement ce qui s'est passé depuis les 15 premières journées concernant l'Union sportive de Douala qu'on va voir juste à l'instant. Alors, on remarque à gauche, nous avons les journées, à droite, nous avons le classement. Dès la première journée, effectivement, Union était, comme on l'avait dit la dernière fois, Ken Guiladjoé, était occupait quasiment la 6e position. Ensuite, à la 5e journée, Union a occupé exactement, tel que c'est indiqué sur le tableau, la 3e position. Ensuite, à la 10e journée, Union a occupé la 2e position. On est d'accord jusque-là, Ken Guiladjoé. Ouais. À la 14e journée, Union a occupé la 2e position. Et ensuite, à la dernière journée, qui est la 15e, Union est leader accompagné de UMS de Loum. C'est-à-dire qu'on voit une courbe qui est, je dirais, plutôt haussière du côté de l'Union. C'est-à-dire qu'à cette allure, il y a de fortes probabilités que lors de la 25e journée, l'écart soit consommé avec les autres clubs. Oh, j'espère. On va travailler pour. Alors,
Un mot Bilibuto par rapport à cette trajectoire, cette courbe de l'Union qui est plutôt significative. Hein. Oui, la courbe est significative. La courbe est significative. J'ai dit l'équipe était vice-champion la saison dernière, donc ils voudraient bien être champions. Et quand vous regardez le management même qui est fait autour de cette équipe, l'entraîneur, les dirigeants, je crois qu'ils sont dans une bonne phase, dans une bonne osmose. Mais après, maintenant, moi, j'ai eu 2 ou 3 informations selon lesquelles il y a certains joueurs qui partiront. Et maintenant, si les joueurs partent, j'espère que du côté de l'Union, on a déjà essayé de préparer le départ de ces joueurs-là. Parce que si ces joueurs partent et que le départ n'a pas été préparé, parce que si on parle de départ, ce sont vraiment des cadres, vous savez, il faut transférer parce qu'il faut rentrer les caisses de l'équipe. Et si ces joueurs partent là et qu'effectivement, bon, moi je fais confiance à l'entraîneur qui maîtrise les choses, je fais confiance au président Franck qui maîtrise les choses, et je crois quand même que, parce qu'il y a Baïzo déjà, pour prendre certains exemples en disant que quelque part, je crois que l'Union va bien préparer le départ de ces cadres-là. Je prends le cas de Baïzo qui avait les Lions Juniors et il y a un défenseur central qui le remplace depuis 2 journées. Quelqu'un va nous rappeler son nom ici. Il s'en sort. L'Enourian. Voilà, l'Enourian, il s'en sort. Il n'a pas de souci. Et sur le cas Tamaradjité qui est annoncé en Égypte, dont le joueur a démenti auprès de nous, parce qu'on l'a approché pour la question, qui nous a carrément dit parler d'intox. Non, ce n'est pas aux joueurs de communiquer par rapport à ça. Je crois qu'il y a l'Union a une direction. Si les journalistes veulent vraiment avoir de l'information, qu'ils aillent vers le président Franck Hapi. Donc, si vous allez vers le président, il va vous dire ce qu'il en est. Le joueur, généralement, il ne parle pas de ça. Le joueur, il est un agent, c'est son agent qui s'en occupe. Tout ce qu'on demande aux footballeurs de faire sur un stade, c'est de jouer sur un stade de football. Ce qui concerne le transfert et autres là, il a son agent, il a sa direction. Et les joueurs qui annoncent leur départ, c'est une hérésie ou c'est... Non, c'est un problème de communication. C'est un problème de communication, c'est tout. Moi, je crois que c'est un problème de communication. Et comme je le disais, au niveau de la défense centrale, je vois déjà Len Orient, comme je le disais, qui remplace bien. À la ligne d'attaque, Len Samuel a fait 2 ou 3 matchs, il était blessé. 2 ou 3 matchs, il était blessé. On observe surtout qu'il a retrouvé le poste d'attaquant parce qu'en début de saison, il a énormément joué sur les couloirs et depuis quelques rencontres. Non, il a toujours joué. Mais celle face à Cosmos hier, en fin de rencontre, il était plutôt dans l'axe. Oui, ça c'était vers la fin parce qu'il y avait une certaine... On voulait, avec l'arrivée de David Eto'o, il y avait une stratégie que le coach a mis en place, mais sinon, il joue sur le côté. Même lors de la rencontre contre le Coton, Len Samuel, en deuxième mi-temps, il part peut-être à moins 20 minutes avant qu'il se fasse mal. Il rentre dans l'axe, et il marque le but. Donc je crois que c'est une tactique de l'entraîneur, c'est-à-dire que moins 20, moins 25 minutes, on essaie de lancer Len Samuel dans l'axe, mais son poste de prédilection, c'est sur les côtés. Très bien. Nous allons profiter pour sortir de cette édition pour accueillir celui qui est pour nous sur ce plateau, ce que le Nasdaq est pour la bourse de New York. Mirabeau Maroc et son petit journal. De Samedi Sport avec l'arrivée de Mirabeau Maroc qui est toujours avec son sourire. D'ailleurs, un jour, on va nous expliquer pourquoi. Mirabeau, bonsoir. Bonsoir Eddy et bonsoir à tout le panel. Et bienvenue sur le plateau de Samedi Sport. C'est un plaisir. Alors, ce soir, quoi de neuf pour le petit journal? D'abord, l'actualité et les rendez-vous sportifs à suivre ce week-end. Quelques rendez-vous, parce qu'on peut redonner tous les rendez-vous sportifs, quelques rendez-vous du sport à noter dans vos calepins. Évidemment, la Ligue 1 et la 16e journée à suivre ce dimanche de par le pays. La fin, ça sera lundi avec l'ultime match du côté. Mais la 16e journée, c'est quelques rencontres à suivre ce week-end, notamment le top match du côté de Tchang entre Aigle de la Ménoire et l'Union de Douala de Nkenengila. Joey, au classement de la Ligue 1, on le sait, c'est le duo UMS de Loum, Union qui domine les débats avec 2 points de plus que le champion en titre, Coton Sport de Garoua. Bambou Tossen 9e, le Racing Football Club de Bafoussam est 10e à ce classement de Ligue 1.
autre rendez-vous à suivre ce week-end de basketball et de championnat d'élite masculin qui joue les 13e, 14e journées ce week-end principal en jeu. Voir si le leader Zumento va poursuivre avec sa série d'invincibilité. Le club de Baganté compte 10 victoires en autant de sorties. On espère que Bambutos, l'équipe de Zumento, va tenir le bon bout. On joue les 13e et 14e journées du championnat d'élite de basketball masculin ce week-end. Tennis, le tournoi de l'unité 4e édition qui s'ouvre à Douala ce samedi. Compétition réservée aux U16 garçons et filles. Sont attendus entre autres les jumelles Eloudou, Anna Lori Le Mongo, les frères Ndoy, Valérie et Sommet, Guy Takam. Le tournoi de l'unité s'achève le 15 mai prochain, toujours à Douala au Tennis Club. Et on termine par le handball et le 32e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui a démarré aujourd'hui du côté de l'Ayoun au Maroc. 4 clubs camerounais sur la ligne de départ. FAP et Tonnerre Calra Club en dames. FAP et Éclair des Écarts chez les messieurs. Bon, c'était un peu l'essentiel de l'actualité. Et ce soir, on vous replonge dans la fièvre des Jeux universitaires. Les Fans Club, un monde de créativité et surtout de talent, plein d'images. Un document exceptionnel ce soir avec des images à couper le souffle. Enjoy it. Du rythme, du génie, un brin de folie et beaucoup de frénésie. Tout ceci pour un spectacle universitaire. Voici un aperçu du carnaval estudiantin. Une goutte d'eau dans un océan de talent brut. Imaginez un monde où le génie n'a de limite. Pendant une semaine, le temple du savoir se transforme en vaste carnaval. Tout un symbole dans l'optique de raviver la flamme de la culture camerounaise. Un monde où l'on peut faire un feu à ciel ouvert, dépecer des volailles sans vergogne, préparer du poulet sans protocole, et manger avec le plus grand appétit. Dans une Afrique où les repas se prennent en groupe sous le regard bien protecteur d'une reine à la fleur de l'âge. Imaginez un monde où la culture est reine et le rythme un roi bien gardé. Un monde où tous dansent, sans distinction de couleur ou de sexe, en groupe ou en solitaire, avec ou sans des parures. Ici, ce trémoussé semble contagieux et les pas de danse sont pour le moins diversifiés. Imaginez un monde hors du commun, avec des coiffures insolites, des masques et des looks impressionnants, des postures de plus exotiques, et toujours des couleurs pour mettre en lumière le talent créatif de ces étudiants d'un autre genre. Enfin,
Imaginez un monde où les cochons côtoient les hommes, où les chèvres s'abreuvent de vin et les intellectuels ont la nostalgie des jeux d'enfants. D'autant plus qu'ici, Papa Noël arrive en avril. Les Jeux universitaires dévoilent notre attrait culturel, notre diversité ethnique et religieuse, notre génie créatif, un campus où nul n'est esclave de la technologie, où chacun se sent roi du digital. Manger, danser et pleurer de plaisir. Il n'y a que le rendez-vous des cops qui vous propose autant de folie. À quoi ressembleraient les jeux sans ces purs talents, ces virtuoses débordant de créativité, des figures historiques aux légendes religieuses? Rien n'est laissé au hasard, toutes les frénésies sont permises. Une médaille d'or en jeu, des espèces sonnantes et trébuchantes réservées aux champions. Mais au-delà de toutes ces distinctions, la fierté de mouiller le maillot de son institution universitaire. C'est aussi ça, la magie des Jeux. Mirabeau Mahop et son petit journal. Alors Mirabeau, racontez-nous un tout petit peu cette aventure avec du côté des Jeux, avec ces personnes que vous avez rencontrées qui sans aucun doute ont dû faire parler. Bon, c'est juste universitaire. La créativité juste pour une médaille d'or, toutes les universités débordent d'énergie et surtout de talent. C'est une semaine qu'on aura passé à soi, à voir des tableaux hors du commun, des cercueils, des Jésus entre guillemets, plein d'images. Ce qu'on retient surtout, c'est tout le courage qu'ils prennent. Très tôt le matin, ils sont réveillés, c'est Fans Club dès 5h30 et se couchent très tard le soir. Ils refont ça pendant toute une semaine de compétition. C'est vous dire qu'en plus de cette médaille d'or, ils ont la fierté de disputer ce maillot, de mouiller ce maillot pour leur institution universitaire. Très bien, c'était Mirabeau Mahop et son petit journal. Suite de notre émission Samedi Sport avec le cas du jeune Ibrahim Amadou, jeune franco-camerounais qui évolue du côté du LOSC avec nos intervenants, nos consultants. On va essayer de faire une analyse de son début de saison, de sa trajectoire bien sûr et de ses performances. Avec nous bien sûr Guillaume Bola pour nous en parler du jeune Ibrahim Amadou qui évolue du côté du LOSC, qui est aussi passé par Nancy, oui, tout à fait. Et la saison dernière, et aujourd'hui, qui est arrivé grâce à Hervé Renard. Qui est arrivé grâce à Hervé Renard, en effet. C'est un joueur que j'ai découvert sur la chaîne Eurosport, une chaîne aussi prestigieuse que la vôtre. Lorsqu'il joue justement, comme vous le disiez, à Nancy en Ligue 2, j'avais été tout de suite surpris par à la fois sa forte capacité athlétique, ce qui est assez fréquent pour un joueur milieu défensif. Mais ce qu'il est moins, c'est notamment ses grandes qualités techniques qu'il a et qui lui permettent vraiment de ratisser facilement ses ballons et ensuite de pouvoir éliminer rapidement son vis-à-vis. Donc c'est un joueur vraiment intéressant. Et lorsqu'il est revenu à Lille, finalement, Hervé Renard l'a pas tant fait jouer que ça. Il a retrouvé un niveau de jeu suffisant, justement avec l'arrivée de Frédéric Antonetti suite au départ d'Hervé Renard. Est-ce que sa difficulté en début de saison, c'était lié au fait qu'au sein du LOSC, il y avait une certaine instabilité en termes de résultats? Une certaine stabilité, vous dites? Instabilité. En termes de
Certainement un peu. Après, je pense que c'est un jeune joueur aussi, mais qui a été bien entouré avec des joueurs comme Franck Beria, avec Mavouba, avec derrière lui Sivelli. Je pense comme tout jeune joueur, d'autant plus, il a dû mettre un petit peu de temps à s'acclimater dans ce climat lillois, d'autant que... C'est pas évident avec le froid, bien sûr. Voilà, mais à mon avis, un jeune très, très prometteur. Voilà, dorénavant, ma seule inquiétude, c'est que les Lions indomptables arrivent à le shipper auprès des Bleus. Mais, non, vraiment un joueur à très fort potentiel et à suivre. Justement, il a déclaré dans une interview qu'il n'a pas la double nationalité. Il est uniquement français. Donc, il n'y a pas de risque que les Lions indomptables, pour dire la même chose que vous tout à l'heure, le chip. Bah, écoutez, après bon, je dis ça sur le ton de l'humour, mais ce sera son choix de toute manière, peu importe, qu'il apporte tout ce qu'il peut à son club, au LOS, qu'il fasse contribuer à un nivellement par le haut de la Ligue 1. Oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est un joueur aujourd'hui essentiel pour Lille? Selon vous, bien sûr, est-ce que c'est un joueur essentiel pour Lille? En tout cas, il est titularisé de plus en plus. Vu ses capacités techniques et athlétiques, je pense que s'il ne l'est pas encore, dès la saison prochaine, ce sera forcément une des pièces maîtresses du système des Dogs. Oui, tout à fait. Très bien. Qu'est-ce qui a justifié, selon vous, c'est juste votre opinion, bien sûr, le fait qu'Antonetti commence à son arrivée et décide de faire confiance à ce joueur-là? Qui sont autant posés à vous qu'à Bédi, bien sûr. Bah, écoutez, je pense qu'Antonetti, c'est déjà quelqu'un qui a un peu plus d'expérience déjà qu'Hervé Renard. De la Ligue 1 De la Ligue 1, tout à fait. Sans remettre en cause toutes les qualités d'entraîneur d'Hervé Renard. Ouais. Mais Antonetti a certainement plus cette habitude-là d'avoir eu des clubs déjà à Nice ou à Bastia, des jeunes joueurs qui sortaient, et d'avoir su leur donner leur chance. Peut-être qu'Hervé Renard a été en Italie ou avec la Côte d'Ivoire déjà avec des joueurs plus confirmés. Il a moins cette habitude-là de donner sa chance aux plus jeunes. Oui, Habib. Ouais, Ibrahim Amadou, c'est un jeune que j'ai découvert déjà la saison dernière avec Nancy, où il a joué pratiquement 36 matchs sur les 38. Cette saison, il arrive à Lille, et il faut déjà le rappeler, il est formé comme défenseur central. Il est formé comme défenseur central. C'est la conférence qui lui permet d'en être là. Oui, en Nancy. Et c'est Pablo Correa qui lui dit en fait, non, en dehors de jouer en défense centrale, tu peux jouer milieu de terrain. Et lorsqu'il joue au milieu de terrain, il joue en sentinelle, c'est-à-dire dans un 4-3-3, il joue devant la défense. Et avec ce profil-là, il est très à l'aise parce qu'il arrive à Lille pour remplacer Rio Mavouba. Vous savez, Rio Mavouba, il y a déjà l'âge, il commence à être fatigué. Et Rio Mavouba ne peut plus enchaîner à ce match. Il est toujours présent, Mavouba. Il est présent, c'est vrai, mais la preuve, c'est que cette saison, Mavouba, il n'a pas joué tous les matchs parce qu'il y a des petits bobos, il y a des petites blessures. Donc, Ibrahim Amadou, il vient en remplaçant de Rio Mavouba. Et quelque part, c'est la raison pour laquelle en début de saison, il ne parvient pas à s'intégrer. Mais aujourd'hui, il est à 20 matchs en Ligue 1, 16 titularisations. Et quand vous regardez le profil de joueur, quand vous analysez son jeu, c'est un garçon, moi je peux le résumer en deux choses par rapport à son profil. Déjà, la compensation. C'est-à-dire que si Sidibé est allé faire un retrait, l'arrière latéral gauche, lui, il vient le couvrir sur le couloir d'autant pour moi. Si Soumaoro est allé placer une tête sur un corner, il est là pour le couvrir. Si Balmont absent, lui aussi il joue. Et il y a autre chose, le dépassement de fonction. Le dépassement de fonction, quand je regarde encore le match contre Lyon, c'est-à-dire qu'il quitte de son point de fixation, c'est-à-dire en 6, devant la défense, il parcourt près de 68 km. Il parcourt près de 68 km, mais malheureusement, c'est un défenseur central. C'est un milieu défensif. Il arrive devant les goals, il a la tête baissée. Donc, c'est un bon joueur. Et en dehors, Mavouba est petite taille. Or, par contre, lui, il est grand de taille. Donc, il fait pratiquement 1m84. C'est-à-dire qu'il peut rabattre tous les ballons qui arrivent. Il est très, très athlétique. Il a une énorme activité au milieu de terrain. Il est à gauche, il est à droite. Il est aussi très agressif. C'est-à-dire qu'il est en même temps technique, en même temps aussi... c'est-à-dire que sur le plan physique, même, c'est un bon joueur. Maintenant, comme ça, pour nous, les Lions indomptables, c'est une bonne chose. Mais après, comme Audrey le disait, lors d'une de ses interviews, il disait « Je suis français oui. ». J'ai déjà joué avec le U19. Quelque part, c'est pour dire que le Cameroun, je ne veux pas. Le Cameroun ne l'intéresse pas? Le Cameroun ne l'intéresse pas. Or, il est quitté du Cameroun, il avait 4 ans. Parce qu'il est né à Douala ici, mais il est quitté du Cameroun, il avait 4 ans. Donc, quelque part, un peu,
Si on a besoin de lui, ça, on ira encore faire du lobbying. Et si on le fait bien, je crois qu'il va venir parce qu'après, quelque part, c'est la communication. Ouais, Et au fur et à mesure que le temps change, les choses passent. Il a 23 ans. 23 ans aujourd'hui. Quand vous regardez même dans les petits papiers de Didier Deschamps, si Didier Deschamps sont une liste de 60 joueurs, je vous rassure ici qu'Ibrahim Amadou n'en fera pas partie. Donc, quelque part, déjà, il gagnerait à regarder du côté de Cameroun. Je tiens quand même vous à me préciser... disiez en off tout à l'heure, justement, que bien qu'il ait déjà joué pour l'équipe de France... U19. Oui. Parce que le règlement lui permet encore de jouer oui, pour le Cameroun. Il y a une possibilité pour qu'il puisse jouer pour l'équipe du Cameroun. C'est bien ça. Il y a une possibilité, surtout que nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de jeunes. Même si à ce poste-là, on a beaucoup de joueurs, mais on a beaucoup de joueurs qui ne nous apportent pas vraiment ce qu'il faut. Donc, Ibrahim Amadou, avec son profil ici, un joueur qui... Quand vous le voyez jouer au milieu de terrain, c'est pratiquement l'équilibre. Aujourd'hui, il joue devant la défense. Même quand Rio Mavouba est là, dans un 4-3-3, il joue devant la défense et Mavouba et Balmont jouent devant lui. C'est la preuve, effectivement, qu'avec l'arrivée de Fred Antonetti, qui lui a fait entièrement confiance, il est venu faire repousser Mavouba en avant. Donc, c'est un très bon joueur. Quand vous regardez son profil, il est super. Oui, Guillaume, tu voulais réagir sur... Non, simplement pour ajouter sur le fait que... oui, en effet, peut-être qu'il a joué avec l'équipe de France U19, mais du coup, ça n'empêche en rien au niveau de la réglementation de la FIFA. La réglementation lui permet encore de jouer pour le Cameroun. Absolument. Maintenant, il faut que le joueur lui-même... Non, oui, déjà, vous savez, le besoin de jouer pour le Cameroun. Le joueur doit être motivé. Et généralement, ici, je ne trahis pas un secret, tous ces footballeurs-là, qui ont la double nationalité, les binationaux, ils prennent généralement le choix africain pour le deuxième choix. Ils essaient d'abord de regarder, est-ce que je peux être appelé en équipe de France? La période où ils sentent que je ne pourrais plus être appelé en équipe de France, ils reviennent pour le Cameroun. Riyad Mahrez, aujourd'hui, qui joue pour l'Algérie, Riyad Mahrez est appelé en équipe nationale pour la Coupe du Monde 2014. Si Riyad Mahrez n'avait pas encore joué une compétition officielle avec l'équipe nationale d'Algérie, je vous rassure qu'il pencherait pour la France. Ce que vous dites, donc ils prennent toujours l'équipe nationale, le seconde nation pour un deuxième choix, parce que quelque part, on guette toujours l'équipe de France. À ce moment, on se rend compte effectivement qu'en équipe de France, on ne peut plus. On se dit, OK, je reviens en Afrique. Alors, je suis quand même un petit peu... ce que vous dites, c'est vrai qu'on peut le constater. Je dirais même assez souvent. De là, en faire une généralité, je trouve ça... Fort de café. Absolument. Et d'autant qu'il y a eu des très grands joueurs, notamment Didier Drogba, qui est né en France, qui a été formé à Levallois, puis au Mans, mais qui a choisi la Côte directement est parti en Côte d'Ivoire. Il est né en France, il n'est même pas parti à 4 ans de Douala, enfin de son pays d'origine, comme Amadou. Donc, faire comme ça... des cas comme Joël Matip, qui aurait pu accepter d'être à la Mannschaft. J'ai pris Didier Drogba, non, le problème... des références. Mais donc voilà, dans votre manière de dire que forcément, il prendra le Cameroun comme un second choix, à défaut de ne pas être dans la liste des 23 ou des 60, comme vous le dites. Moi, je ne la connais pas, les 60, mais si vous la connaissez, vous me la communiquerez après. Vous tirez des conclusions un petit peu hâtives, on ne sait pas. On ne sait pas. Il a joué en effet pour l'équipe de France U19. En même temps, il a 23 ans, ça fait donc maintenant 19 ans qu'il habite en France. Il a été formé à Lille. En effet, il a joué pour l'équipe de France. Oui, je veux dire. Mais en France, en effet, il a joué pour l'équipe de France U19. Mais rien n'empêche qu'il vienne jouer de son propre choix. Je le dis par rapport à sa communication. Si vous faites une interview à un footballeur qui vous dit que je suis français, en rejetant la nationalité du pays où il est né, là, moi, je dis, il y a un problème. Mais il peut dire qu'il est français sans rejeter sa nationalité d'origine. C'est vrai qu'on n'a pas l'interview. Ça m'étonnerait qu'il en soit jusque-là. On va évoluer très rapidement. Non, l'interview est disponible sur le site de Camfoot. Oui, on va aller très rapidement avec cette stat autour justement du concerné, stat que nous avons eu grâce au site de la Ligue de football professionnel, qu'on va voir en grand écran, qui confirme effectivement, même la Ligue confirme, le fait qu'il soit binational, franco-camerounais, c'est indiqué même sur le site de la Ligue française, excusez du peu, avec les stats que vous-même vous avez confirmés, 20 matchs, dont 16 titulaires, surtout grâce à la présence, comme on l'a dit, dans l'ensemble d'Antonetti. On va sortir avec justement le Zapnet. Oui, la troisième et dernière rubrique de cette émission, le Zapnet, c'est tout de suite. Vitesse sterker in de tweede helft. Van der Werf met de voorzet. En de bal binnengewerkt door Solanke. En Drommel die aan de scheidsrechter vraagt van ja, word ik hier niet in de weg gelopen? Maar Solanke mag daar natuurlijk gewoon... Didi, vieni qui, guarda come ammazzo il mister. Non è buono? Però... Voilà, via.
Dai, lascia qui, dopo gioco. Fermo. Mamma mia, Black Mamba Day, Black Mamba Day. 1-1. Didi. Dai. Ma com'è il gioco? Arriva a 15 canestri. 3-1. No, non c'è bisogno di nessuno, dai. 4-1. Ah! No! Si sbagli là, torni in oh. No, arriva a 15. I got ice in my blood. I got ice in my blood. On a tous en nous ce soir quelque chose de Leicester City dans le football circus. Cette volonté d'aller au bout de son rêve, ce désir fou de vivre une autre vie. Quelle formidable bouffée d'oxygène que cette aventure-là, dans ce football-là, à cette époque-là. Leicester tord le cou à bien des idées reçues parce que son économie d'abord n'a rien à voir avec celle des mastodontes anglais. 17e masse salariale du championnat. Il arrive donc parfois, rarement, c'est vrai, très rarement même, que ce ne soit pas à 11 contre 11 le plus riche qui gagne à la fin. Leicester pourtant n'est pas un nain financier. Son budget est à peu près équivalent à celui de l'Olympique de Marseille, 130 millions d'euros. Le championnat d'Angleterre est beaucoup moins inégalitaire qu'on ne le croit, beaucoup moins inégalitaire que le nôtre par exemple. Les riches disposent de budgets seulement 5 fois supérieurs aux plus pauvres, un rapport chez nous en France de 1 à 25. Les Foxes ont pu par exemple cet été dépenser 30 millions d'euros nets sur le marché des transferts, d'où les arrivées par exemple du japonais Okazaki ou du français N'Golo Kanté. La réussite de Leicester ne relève pas du comptable, elle relève bien du sportif et de l'humain. Comment ces joueurs, pour la plupart des repris de justesse, sans aucune référence au très haut niveau, ont pu dominer le plus rude championnat du monde. Par leurs valeurs d'abord, le don de soi, le travail, le sacrifice, l'abnégation, la concentration, des mots partout usés et que eux ont magnifié. Par un style très particulier surtout. Leur principal exploit, il est là, dans ce style, au classement de la possession de balle. Leicester est 18e en Angleterre. Du nombre de passes tentées, Leicester est 18e aussi. Et du nombre de passes réussies en Première Ligue, Leicester est 20e, du jamais vu pour un champion. Ses armes sont donc ailleurs, dans sa discipline, dans sa concentration, dans son efficacité, dans ses interceptions, dans ses tacles. Et Leicester est premier à l'extérieur, premier à domicile. La marque, la patte de Claudio Ranieri, qui a transformé en quelques semaines une équipe programmée pour le maintien en un leader intouchable. Ne cherchez surtout pas ailleurs le père originel du plus incroyable exploit de l'histoire du football circus. Alors, le plus incroyable de l'histoire du football circus, comme dit Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? C'est vrai qu'on a eu la Grèce dans les années 2000 avec la Coupe d'Europe, on ne s'y attendait pas. Mais le cas de Leicester, c'est quand même inédit. Nul d'entre nous. La Grèce en 2004. En 2004, nul d'entre nous n'aurait parié un copet. Il vient un copet sur le fait que Leicester pouvait être champion en fin de saison du côté surtout de la Première Ligue avec des joueurs comme Mahrez qui sont imposés comme étant d'ailleurs le meilleur joueur de la Première Ligue. Oui, avec nous, Gambola. Oui, je trouve que finalement, ce qui est vraiment agréable dans la victoire de Leicester en première division anglaise, c'est finalement là où le sport, le football s'était un petit peu perdu dans des sortes de football business. Leicester revient, alors même si c'est rare et ça le restera, démontrer une nouvelle fois que le football, c'est aussi la glorieuse incertitude du sport. Je crois que finalement, au-delà de l'Angleterre, finalement, cette position d'outsider qu'ils ont acquis et tout au long de la saison, ça leur a donné des supporters un petit peu partout à travers le monde. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Alors, cette expression, les repris de justesse, ça vous convient ou pas d'ailleurs? Bon, là, je pense que vous faites référence à celle du journaliste de Canal+, c'est ça? Oui, celle de Stéphane, et surtout la trajectoire des gens. On va y revenir avec d'où ils venaient il y a quelques années, pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que on les considère comme, enfin certains les considèrent comme des repris de justesse. Parce que c'est vrai qu'on a des joueurs comme N'Golo Kanté, il y a 5 ans, il était en PH, 6 ans, il était en promotion d'honneur, une catégorie que peut-être vous avez côtoyé il y a quelques années, ou même très peu. N'Golo Kanté, il figurait, et 4 ans plus tard, tandis que vous êtes en plateau avec nous, lui, il est en première ligue avec l'équipe de France. C'est un destin formidable. Ouais. Oui, d'où cette expression, les repris de justesse. Oui. Et alors, avec vous, Biouto, le cas de la trajectoire de Leicester. Non, je dis c'est incroyable. C'est incroyable et ça ressort ici que le fait que quoi, c'est-à-dire que
il ne faudrait pas juste avoir de l'argent au football pour faire des résultats. Même avec les bonnes méthodes, parce que Leicester, c'est plus une famille. C'est un président qui n'a pas assez de moyens. Guy Stéphane le disait tout à l'heure. C'est quand même un milliardaire thaïlandais. Hein. C'est un milliardaire thaïlandais, mais quand vous regardez le budget de l'équipe, c'est 130 millions d'euros, qui est pratiquement le même budget que l'Olympique de Marseille. C'est la 17e masse salariale en Angleterre. Donc, au vu sachant que on s'est toujours habitué au fait que voilà, c'était Chelsea, c'était Manchester United, c'était Arsenal. Ça, vraiment, on a vraiment été surpris. Et c'est une équipe qui, à un moment, je ne croyais pas en elle en début de championnat, mais j'ai commencé à croire en Leicester après le Boxing Day. Parce qu'en début d'année, ils ont joué 5 matchs, et sur ces 5 matchs-là, ils n'ont pas enchaîné des victoires. J'ai commencé à avoir peur. Mais le mois de février, mars, avril, lorsqu'ils ont pu gérer ça, je me suis dit ça va passer parce que c'est la période la plus difficile. Et généralement, c'est la période à laquelle beaucoup de clubs perdent le championnat. Je prends le cas d'Arsenal ici, qui a régulièrement perdu le championnat en mars et en avril. Donc, c'est une équipe exceptionnelle, avec des joueurs dont on sait où ils jouaient. Riyad Mahrez qui venait du Havre en Ligue 2, N'Golo Kanté, Jamie Vardy, Albrighton. C'est incroyable. Maintenant, le plus dur pour cette équipe sera quoi? Sera de maintenir cet effectif-là. Le plus dur, parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. C'est vrai, j'ai lu l'interview du président ce matin qui disait « aucun joueur ne va partir ». Mais après, si vous avez un Manchester United qui vient, parce que n'oublions pas sur le foot business, qui vient vous dire Jamie Vardy ou Riyad Mahrez, on claque 60 millions d'euros cash, vous n'allez pas bouger. Parce que même Cristiano Ronaldo, on disait qu'il devait être intransférable. Mais lorsque le Real Madrid est venu à 94 millions d'euros, l'ancien manager écossais avait dit cette somme-là, on ne la refuse pas. Mais après, quelque part comme ça, Leicester, ils ont aussi cette possibilité de pouvoir garder des joueurs. Pourquoi? Parce que dans leur canot cette saison, ils auront 215 millions d'euros de revenus. Les droits TV, vous savez que Canal+, c'était la dernière année, le groupe Altis qui comporte ma chaîne Sport, Combat Sport et au-delà, ils ont racheté les droits TV. Et comme c'est un marché du plus offrant, ça veut dire que Leicester, déjà au niveau des droits TV, ils auront beaucoup d'argent qui vont rentrer. Ils vont jouer la Ligue des Champions au niveau du sponsoring. Donc, je crois qu'ils auront 215 millions d'euros qui rentreront dans les cagnottes. Avec ça, ils pourront prolonger les joueurs, leur faire des revalorisations salariales parce qu'en Ligue des Champions, au moins, ils veulent aller quelque part. Et en football, il y a quelque chose de très important. Il faut être régulier et constant. Si vous avez été premier cette saison et que l'année prochaine, vous redescendez à la 15e, continuez à bagarrer pour la relégation, on dira que c'était un fait de hasard. Et Ranieri, qui a été considéré comme un loser, aujourd'hui, c'est le dieu. Il va falloir qu'il confirme effectivement que c'est lui le dieu. Et là, ça ne va pas être évident. Donc, je crois que le plus dur commence pour Leicester, comme le disait Ronaldo dans le 11 d'or de 97-98, lorsqu'il a eu le ballon d'or. Il disait, en football, c'est très facile de s'y maintenir. C'est très facile d'arriver au sommet, mais très difficile de s'y maintenir. Donc, je crois que Leicester, aujourd'hui, ils sont au sommet. Mais rester à ce sommet-là, ça va être vraiment difficile. Il va falloir qu'ils démontrent effectivement qu'ils ne vont pas dégringoler, comme on a vu le cas de Montpellier en France. Vous pensez qu'ils ont intérêt à racheter Ibrahim Amadou ou pas? Oui, ils ont intérêt à racheter Ibrahim Amadou. Vous savez, ils sont dans un profil aujourd'hui où ils travaillent avec des jeunes, ils travaillent avec des no-names. Il faut racheter Ibrahim Amadou, mais en dehors d'Ibrahim Amadou, il faut racheter quelques joueurs assez matures. Parce que la Ligue des Champions, ça ne badine pas. Parce que le prochain championnat, tout le monde aujourd'hui, ils ont les yeux braqués sur Leicester. Là, il va falloir confirmer. Et ces joueurs-là, avec déjà la pression qu'ils auront, ça ne va pas être évident. Très bien, on va évoluer très rapidement avec... on va revenir sur ce sujet, bien sûr, avec tout d'abord ce message de sensibilisation. On revient dans quelques instants. Mon premier ballon, c'est ma mère qui me l'a offert. Il me servait à tout, même à me défendre contre les moustiques. Ah, au fait, je m'appelle Didier, et eux, ce sont mes copains. Pas eux. Eux, ce sont nos ennemis. Les moustiques porteurs du paludisme. Le but, c'est de ne pas se faire piquer et d'en tuer un maximum. Comme ça. À ce jeu-là, on était les meilleurs, mes copains et moi. Mais c'était un sport dangereux. Les moustiques revenaient toujours plus nombreux. Alors que nous, devenir footballeur m'a permis de beaucoup voyager. Et même si je suis toujours resté le petit Didier pour certains, je suis aussi devenu Drogba pour beaucoup d'autres. Moi aussi, je l'ai eu le paludisme. Et oui, je vous l'ai dit, il suffit d'une seule piqûre. Pourtant, si on multipliait les moustiquaires, on pourrait gagner contre le paludisme. Et croyez-moi, c'est encore plus efficace qu'un ballon. Oui, on peut gagner contre le paludisme.
retour sur le plateau de Samedi Sport pour évoluer avec toujours le cadre de Leicester. On va prendre très rapidement les échos de la presse sportive internationale au lendemain de la victoire de Leicester. On va débuter rapidement avec le quotidien l'équipe, le quotidien français l'équipe. Vous allez voir juste à l'image qui parlait de So Good, en qualifiant bien sûr la victoire, surtout la trajectoire exceptionnelle de ces joueurs de Leicester qui ont été phénoménaux du côté de Mirosport, de Incredible. Les joueurs qui ont été incroyables, la trajectoire est même incroyable. Et avec le Mondo Deportivo, El Milagro Leicester, le miracle de Leicester, du côté de la Gazzetta dello Sport et King Claudio. On va rester avec le King Claudio, avec vous, Billy Uto. Et bien évidemment, je suppose aussi que vous, Ken, vous avez eu écho de cette trajectoire, tout au moins de cette performance. D'ailleurs, que pensez-vous d'une trajectoire, d'un coup d'éclat comme celui de Leicester, Ken? Non, c'est une très belle trajectoire. C'est des trajectoires qu'on a envie de tous vivre en tant que footballeur. Et voilà, donc j'espère que, comme le journaliste de Canal plus l'a dit, Stéphane Guy, j'espère que ce don de soi et cette volonté, nous les joueurs d'Union de Douala, on l'aura. C'est peut-être ce qu'on retrouve de temps en temps chez vous. Ouais. Très bien, on évolue toujours. On parlait tout à l'heure de la trajectoire de ces joueurs. On va voir avec le site Samedi Sport qui justement a publié concernant la trajectoire de ces joueurs. Une trajectoire assez particulière. On va voir justement l'image qui suivra concernant le 11 entrant de ces joueurs-là. Alors vous allez remarquer des choses assez incroyables avec le fils de Schmeichel qui à 5 ans évolue en D2 anglaise, à la droite, le latéral droit qui évolue en D1 anglaise il y a 5 ans, en plus à l'axe en D2 anglaise, ensuite Hull qui évolue en D1 anglaise, notamment du côté de Chelsea, ensuite à gauche qui évolue en D1 allemande, Polo qui évolue en D5. En D5 française, on parlait de l'équivalent de la PH. La PH, promotion d'honneur. Effectivement, en région parisienne naturelle. Et ensuite, on a, à côté de lui, en D2 anglaise, on a Ryan Mahrez qui évolue au Havre du côté de en Ligue 2 française. On a un autre qui évolue également en D1 anglaise. On a Jimmy Vardy et Albrighton qui évoluent en D1 allemande. Et Jimmy Vardy qui a eu une trajectoire de quasiment un magasinier. Et puis, du jour au lendemain, il se retrouve là. Décidément, c'est plus qu'un concours de circonstances, ce genre de cas. Surtout le scénario du dernier, enfin du premier, le gardien, qui lui a un scénario incroyable. Il y a quelques années avec son PH Michael, lorsqu'il célébrait le titre avec United, il avait à côté de lui son fils qui est aujourd'hui gardien et qui, quelques années plus tard, est devenu également champion avec Leicester. Moi, ça m'évoque une première chose finalement, c'est que alors, hormis, sans reprendre l'exemple du fils de Peter Schmeichel, parce que a priori c'est plutôt quelqu'un de privilégié, c'est que quand on regarde tous ces joueurs, pour beaucoup qui ont évolué en 3e, 4e, 5e division, ça nous amène peut-être à une conclusion, c'est que le niveau, le talent finalement d'un joueur, entre la première division, 3e, 4e, 5e, il n'y a pas une si grande différence que ça. Je le crois profondément. Si on se réfère par exemple à la nationale ou la CFA2, donc la 3e et 4e division en France, et la Ligue 1, au niveau du talent, je ne crois pas qu'il y ait une différence si énorme que ça. Il y a une part de chance qui est indéniable finalement entre des joueurs qui vont être en 4e division et qui vont pouvoir être opérés pour jouer les premiers rôles en première division. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup une forte part de réussite. Et en effet, pourquoi est-ce que tous ces joueurs-là qui ont évolué à des échelons inférieurs se retrouvent à Leicester? C'est certainement pour, comme le disait mon collègue tout à l'heure, des raisons financières, un des plus faibles budgets. Et donc on va chercher tous ces joueurs-là. Il y a eu quand même une alchimie qui s'est faite tout au long de la saison et qui les a amenés au titre. Quel vous partagez son avis assez rapidement sur ce point? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je crois qu'avec les infrastructures, vu qu'il y a une différence d'infrastructure entre la première et les divisions inférieures, avec ces infrastructures, le talent, il va s'exploser tout seul et voilà, on aura plein de cas de Leicester partout dans le monde. Ribéry lui-même d'ailleurs, avant d'être révélé à Metz, était en 4e puis 3e division avant d'être... Valbuena pareil. Je crois que ces joueurs, ils ont eu un problème, c'est un problème de confiance. Et généralement, tous les footballeurs ont ce problème. C'est-à-dire que le problème de confiance, on vous voit, je vais prendre le cas de Riyad Mahrez, on disait à Marseille qu'il était frêle, il n'avait pas le profil. Mais aujourd'hui, il est venu en Angleterre, un championnat plus physique. Et avec son style de jeu,
vous en sortez en Angleterre, je dis c'est super. Donc ils ont eu ce problème de confiance là, de quelqu'un qui pouvait aller les chercher dans leur trou et les ramener à la lumière. Donc c'était ça le plus dur. Et Claudio Ranieri, c'était ça son plus gros pari, c'est-à-dire aller chercher ces garçons de nulle part et les ramener à la lumière. Mais comme je le disais, j'insiste toujours, il va falloir confirmer qu'effectivement ce sont des bons joueurs, que ce n'était pas un coup de hasard. Parce qu'en Angleterre, aujourd'hui, on dit aussi que c'est le fait que voilà, Chelsea n'était pas très à l'aise cette saison, qu'ils ont pu être à cette position. Manchester United est depuis le départ du manager écossais, ils sont en considérable reconstruction. Arsène Wenger, on demande même son départ. Donc les gens disent aujourd'hui qu'ils ont juste profité du fait que les grands n'étaient pas vraiment très à l'aise. Riyad Mahrez, qui est le titre de meilleur joueur du championnat anglais, qui remplace le Belge Eden Hazard. On a aussi dit que c'est parce que Hazard n'a pas fait une bonne saison. Donc les grands n'étaient pas très bons cette saison et les petits en ont profité. Là maintenant, il va falloir confirmer qu'effectivement, la confiance qu'on a placée en vous, il va falloir récidiver. Et là, c'est le plus dur. Très bien, on vous remercie tous d'avoir été présents dans le cadre de cette émission. Audrey, merci à vous d'avoir été présent, bien sûr. Oui, merci Giscard. On vous retrouve bien sûr dans les prochaines éditions. Oui, peut-être. On avance avec Ken Guiladio. Ken, merci d'avoir été présent. Guillaume Boula et merci à vous. Et effectivement, Biouto. Ouais, nous serons toujours là, nous apporterons toujours ce que nous pourrons aux nombreux téléspectateurs de Samedi Sport. Très bien, messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve dans les prochaines éditions. Sachez que nous, sur ce plateau, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, alors retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. La passion, c'est elle qui nous motive. Pour faire quelque chose de grand, pour changer la donne. C'est elle qui nous motive. Peu importe vos origines, votre apparence, elle brûle en vous tous. Elle est universelle. Face à des obstacles infranchissables, elle vous pousse à les surmonter, malgré tout. Elle vous relève. Vous échouez encore et encore. Vous vous endurcissez. Vous apprenez. Et un jour enfin, l'impossible se produit. Quelque chose se brise. Soudain, vos limites sont loin derrière vous. Le plafond qui vous écrasait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous vous demandez alors, sans ces limites, jusqu'où pouvons-nous aller? Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Nein zu Rassismus. Non au racisme. No al racismo. No to racism.